Bon, aujourd'hui j'aimerais bien vous raconter, au travers de mes visites, pourquoi je suis fier d'être géobiologue. Pourquoi j'aime mon métier, par à quoi ça sert, puisque j'en ai déjà parlé pas mal, mais surtout pourquoi moi je suis content de faire ce que je fais. Et d'abord vous raconter une visite que j'ai faite chez une dame. Cette dame, dès l'entrée, elle m'explique qu'elle est un peu voyante. Ce n'est pas une professionnelle, mais elle est voyante. C'est une dame hypersensible. Euh, c'est une dame qui aime parler, mais qui semble-t-il a des problèmes. Ben, comme toujours, puisqu'on m'appelle, c'est qu'il y a des problèmes. Cette dame, elle est au bout du rouleau, elle est fatiguée, elle est à la limite de la dépression, elle ne dort pas, très mal, très peu, et elle a remarqué que c'était surtout depuis qu'elle était dans cette maison. Il y a 2 3 ans qu'elle est dans la maison, et depuis 2 3 ans, ça ne va vraiment pas, ça n'est pas bien. Son mari, c'est la même chose. Il dort très peu. Quand il s'éveille, ben, il lui semble qu'il n'a pas dormi. Il semble fatigué. Il n'a pas d'allant. Il manque d'énergie. Je vérifie pour commencer le taux vibratoire de la maison et je relève qu'il y a 5900 unités bovives alors qu'on devrait avoir au moins 6500. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est beaucoup trop peu. Disons que la maison est en train de pomper d'énergie aux gens. J'effectue tout d'abord un balayage de la maison avec ma baguette, comme je fais d'habitude, et je remarque 2 3 petites choses qui me chiffonnent, c'est le cas de dire. Tout d'abord, il y a une poupée chiffon qui m'intrigue. Je vais au-dessus, je mesure, pour moi elle est nocive. Il y a un masque étranger, la même chose, probablement un masque africain. Il y a une statuette brisée, cassée, un peu disloquée qui est là, qui serait mieux dans une poubelle. Tous ces trucs, je les mesure. Et je me rends compte que dès qu'on les a enlevés, eh bien, on va retomber tout de suite à 6400 unités bovives au lieu de 5009. C'est déjà beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore l'idéal. Alors, je vais vous donner une astuce pour éliminer un objet qui dérange, un objet qui semble maléfique. Ben, la meilleure solution que j'ai trouvée et qu'on recommande, c'est de l'emballer avec respect dans un papier d'aluminium. Et une fois qu'elle est emballée complètement dans un papier d'aluminium, vous allez le mettre dans un coin de votre grenier ou un coin quelconque, en ayant la ferme intention de lui dire que elle ne doit plus nous déranger. Ou cet objet ne doit plus nous déranger. Ce n'est pas bien d'aller le refiler à quelqu'un, même à sa belle-mère, c'est pas gentil, ça ne se fait pas. Donc le casser, le briser, c'est pas terrible non plus. Dans certaines littératures, on vous dira qu'il faut le taper dans une rivière. Ça peut être possible. Bah, laissez-le pour que ça descende au fond, quoi. Alors, une fois que j'ai fait ça, comme mes unités bovives remontent un peu, eh bien, on va s'attaquer à la pièce de résistance, bien évidemment, puisque les gens dorment mal, puisque les gens ne récupèrent pas, il faut voir leur chambre à coucher. Et je vais dans la chambre à coucher. Et là, lors de mon contrôle global, je m'aperçois tout de suite que dans la chambre à coucher, les gens dorment dans la soupente, c'est-à-dire dans la partie basse du plafond. Il y a 1 mètre à tout casser à la tête du lit. Pour moi, c'est déjà oppressant en entrant. Il y a une lumière, il y a une tabatière, donc une fenêtre de toit très étroite qui ne donne pas beaucoup de lumière, donc il fait déjà relativement sombre dans la pièce. L'énergie circule mal. Et je prends mes appareils de mesure. En détection de champ électrique, je m'aperçois qu'on est à 17 volts par mètre. Impossible de faire quoi que ce soit. Je vais à gauche, à droite, de tous les côtés. On ne descend pas en dessous de 17 volts par mètre. Au pied du lit, qu'est-ce qu'on a? On a
une grande garde-robe avec 3 miroirs, qui augmente encore cette impression de petitesse, d'étroitesse de la chambre. Derrière la garde-robe, il y a une rampe d'escalier et un escalier qui arrive du rez-de-chaussée. Donc, pas possibilité de faire grand-chose. On ne sait pas permuter la garde-robe et la mettre à la place du lit, puisqu'on a tout cassé 1 mètre, donc des garde-robes d'1 mètre, ça n'existe pas encore. Et en plus de ça, il y a une poutre qui traverse la pièce, hein, à la tête du lit, donc qui se trouve juste au-dessus de la tête de nos braves gens qui dorment, avec ses angles vifs qui bien sûr attaquent, comme toujours, hein, donc une émission de forme qui est relativement. Après avoir un peu réfléchi, ou beaucoup réfléchi, j'arrive à proposer une solution aux gens. Comme on ne sait pas faire grand-chose dans cette pièce, et que pour faire quelque chose, c'est quand même relativement important, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de faire un test. Et je leur propose comme test, le monsieur est là, madame est là, on discute ensemble, amicalement, et je leur dis, moi je ne vois qu'une chose, vous mettez votre oreiller au pied du lit, et vous dormez à l'envers. À ce moment-là, vous aurez la garde-robe dans le dos qui ne vous gêne pas, vous ne serez plus du tout dans la mansarde, hein, vous n'aurez plus la poutre au-dessus de votre tête, elle ne sera même pas au-dessus de vos pieds puisqu'elle sera un peu derrière, donc elle ne gênera pas. Bien évidemment, ça semble un peu bizarre, mais avant de faire des frais, pas forcément en argent, mais surtout en effort, il faut quand même tenter quelque chose. Et mes gens sont d'accord. Ils disent, oui, on va essayer ça. Et je leur dis, voilà, une fois que ça sera fait, il y a une solution efficace, qui ne coûtera pas cher, mais qui va vous coûter quelques ennuis. La première chose que vous pouvez faire, que vous devriez faire, c'est éliminer la garde-robe. On n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de place assez. Il faudra trouver un autre système. Et je leur propose un petit système de rangement qui existe, parce qu'il ne va pas du tout remplacer la garde-robe et qui va donner du rangement supplémentaire. Et ce système de rangement, c'est de s'appuyer sur la poutre derrière, de façon à glisser une armoire derrière qui va s'encastrer dans le mur et qui va servir de rangement. Je vais vous montrer à l'écran, mais je repasserai une dia pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'angle du tout à la poutre. On a une armoire, on peut ranger du linge dedans. Hein? Voilà une chose simple, rapide. Une deuxième chose que je leur propose par après, si ça fonctionne bien, quand ils auront fait leur test, et un test, ça doit durer maximum une vingtaine de jours. En une vingtaine de jours, il y a une bonne partie des cellules du corps qui se sont régénérées. On a oublié un tas de choses, la mémoire a oublié un tas de choses. Donc on a le temps de s'acclimater au changement et d'apprécier le changement si ça va bien. Donc je leur propose après, c'est de remplacer leur petite fenêtre de toiture par un beau Velux, mais un Velux, et là j'insiste, un Velux avec une triple isolation, donc une isolation acoustique sur le Velux. Parce que sinon, lorsqu'il y a un orage, lorsqu'il pleut, c'est un peu un tambour quoi, dans une chambre. Hein. Donc on ne va pas remplacer un ennui par un autre. Et ça ne coûte pas beaucoup plus cher de triple vitrage que de double vitrage. Bien sûr, avant de donner ces conseils-là, je m'étais assuré que mes clients étaient capables financièrement d'assumer quand même quelque chose et qu'il était capable aussi de mettre la main à l'ouvrage, quoi. Qu'il était capable de faire un effort et qu'il allait réellement le faire, parce que sinon ça ne sert à rien. Donner des conseils à des gens qui n'ont pas envie de bouger, c'est gentil, c'est sympathique, mais c'est une façon de s'en tirer, mais ça ne sert à rien pour nous, géobiologues, c'est pas intéressant. Donc, je leur ai proposé au départ dormir 20 jours la tête à l'envers, oui. Hein. Ensuite, remettre un Velux, retirer la garde-robe. À la place de la garde-robe, derrière cette garde-robe-là, rappelez-vous, il y a l'escalier. On ne va pas mettre le lit contre la rampe d'escalier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite cloison légère qu'on vient mettre juste devant. On en profite pour mettre une porte. De toute façon, à ce moment-là, vous avez une chambre qui est fermée. Hein? Une petite astuce feng shui, tant que je pense.
quand vous avez une telle disposition, donc que vous avez la porte sur votre droite ou dans votre dos de toute façon, dans votre lit, vous ne savez plus voir la porte, il est toujours intéressant de mettre un petit miroir en face de la porte, de façon à voir qui pourrait rentrer. C'est un conseil Feng Shui qui part sur le fait que lorsqu'on fait un piège pour piéger des rats, par exemple, hein, si vous faites un piège à rat, que on voit une entrée, que le rat voit une entrée et qu'il ne voit pas de sortie, vous allez vous mettre toute la nourriture que vous voulez dedans, il ne rentrera pas, il n'est pas fou, hein, il sait bien qu'il doit voir l'issue de secours. L'homme des cavernes, quand il rentrait, il s'assurait d'abord que s'il y avait un ours qui rentrait, qu'il puisse sortir d'un autre côté. Hein. Il n'était pas fou non plus. Donc c'est un petit peu cet héritage-là qui fait que si on se trouve dans une chambre à coucher et qu'on ne voit pas la porte d'entrée, on a toujours une réticence, on n'est pas bien, quelque part, ça génère un stress. Donc un petit miroir placé en face, voilà. Un miroir dans lequel on ne se voit pas, donc qui ne réfléchit rien vers le lit. Voilà ce que j'ai recommandé. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait textuellement tout ce que je leur ai dit, peut-être encore mieux, parce que je ne suis pas retourné chez eux. Mais par contre, ils m'ont mis une demi-page de commentaires et d'éloges sur les réseaux sociaux. Ils m'ont envoyé un petit mot. Ils m'ont téléphoné pour dire qu'ils étaient contents, que tout avait changé chez eux. C'est un ménage qui était à la limite de la rupture parce qu'ils étaient tous les deux excédés, fatigués, etc. Et ces gens se sont sentis transformés par après avec des bricoles, quoi. Je ne sais pas ce que ça leur a coûté, mais quand même pas très cher pour mettre une petite cloison légère de bois et supprimer une garde-robe. Mais voilà, ça c'est un cas vécu. Okay. Après les vérifications, après les transformations, avant de quitter le lieu, j'ai vérifié le taux vibratoire. Et pour vérifier le taux vibratoire, avant qu'on ne fasse des travaux, il faut imaginer la maison, travaux terminés. Donc cette convention mentale dit, les corrections que j'ai préconisées étant faites, quel est maintenant le taux vibratoire? Et je l'ai remesuré, et là, tenez-vous bien, j'arrivais à 7200 unités bovies, ce qui était un taux très raisonnable. On va prendre un autre cas, d'une brave dame. Toutes mes dames sont toujours braves. Hein? Une brave dame qui m'appelle, et cette dame, elle a subi une très profonde dépression. Donc, elle est en train de remonter la pente, mais tout doucement, elle a difficile. Et elle est persuadée que sa maison est maudite. On lui a raconté qu'avant qu'elle n'entre dans cette maison, il y avait une personne qui s'était pendue. Voilà ce qu'elle me dit au départ. On discute encore un petit peu, on entre en confiance, on entre en confidence, et à ce moment-là, j'apprends la terrible nouvelle aussi, c'est que quelques mois après être entré dans cette maison, ces gens ont perdu un enfant. Donc, un enfant qui est décédé là. Et ben, c'était bien évidemment la cause de cette profonde dépression, quoi. Donc, difficile d'oublier, ça ne s'oublie jamais de toute façon. Et je vérifie, comme toujours, mon taux vibratoire. Je suis à 5000 unités bovies, ce qui n'est pas catastrophique. Je prends mon pendule, je recherche au pendule puisqu'on m'a parlé d'un enfant mort, qu'on m'a parlé d'un suicidé. Ben, je prends un pendule nuisance paranormale. Et sur ce pendule nuisance paranormale, je détecte deux choses. Tout d'abord, pas une entité, mais deux entités. Et deuxièmement, je repère des objets chargés de négativité. Donc voilà le genre de cadran que j'utilise. Donc mon pendule me disant ça, ben, je rediscute encore un petit peu avec les gens. Hein? Il faut beaucoup discuter avec les gens parce qu'on apprend des choses. Et finalement, ben, j'apprends tellement qu'en faisant mon tour, monsieur me dit ben, venez voir au grenier. Et il a les larmes dans les yeux en me disant ça. Et on va voir au grenier. Et le grenier, c'est véritablement une crypte. Tous les objets de cet enfant décédé sont là.
Ils l'ont amassé, c'est dans un fouillis épouvantable. Aussi bien la voiture d'enfant qu'un berceau, que des jouets. Enfin, tout est bourré dans le grenier et toute cette masse pesante est là. Une chose à faire, deux choses à faire, je vais dire, dans des cas comme ça. La première chose, c'est bien sûr de libérer ces âmes, ces entités. Appelez-les comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, surtout à ce niveau-là. Donc, je fais un rituel de purification, de façon à nettoyer la maison, nettoyer les murs de ces influences, la mémoire des murs. Les objets étant là, ça reste un gros problème. En discutant avec monsieur, qui a pris confiance et qui a compris, lui, déjà, depuis un bout de temps, parce qu'il voit comment sa femme est, hein, il me dit, écoutez, moi je ne vois qu'une seule solution. C'est une solution que je n'ose même pas lui proposer. C'est que tout ce qui est là, qui traîne dans le grenier, on va l'évacuer. Et ces gens-là, ils ont eu le courage de commander une benne à ordures qu'on a mis devant chez eux et on a tapé tout. Tout. Ils ont nettoyé complètement le grenier de fond en comble. Ils l'ont fait bien sûr après mon départ. Et au fur et à mesure des travaux, je recevais des petits coups de fil ou des SMS de la dame. Aujourd'hui, on a fait ça. Aujourd'hui, la benne est arrivée. Aujourd'hui, la benne est partie. Aujourd'hui, je me suis relevé, j'étais libéré, j'étais mieux dans ma peau. Écoutez, rien que de vous le raconter, ça me fait encore frissonner, quoi. Mais c'est le genre d'épreuve que les gens ont vécu, ont subi, et qu'on est parvenu à aider ces gens-là à sortir de leur misère, de leur tristesse, de leur trouble. Ça fait fier quand même de faire un métier de géobiologue, quoi. Si je n'étais pas passé par là, je ne sais pas ce qui serait passé, mais ces gens-là n'auraient jamais réagi comme ça. Et c'est grâce à moi, oui, mais aussi surtout grâce à eux, grâce à leur courage, d'avoir eu le courage de se relever les manches et de faire des choses. Parce qu'un géobiologue tout seul, vous savez, c'est comme une pelle, quoi. Vous prenez une pelle, vous la mettez contre le mur et personne ne la prend à pleine main pour faire le travail, il n'y a rien qui se fait. Donc il faut que l'action suive. Et à partir du moment où on a un diagnostic et que l'action suit et qu'on fait les choses, qu'on résout le problème, tout va mieux. En plus, la dame, là, dans sa misère, elle était persuadée que l'âme de son petit garçon était attachée à la maison et qu'elle protégeait la sœur qui était arrivée par après. Donc, j'ai dû lui expliquer que pour libérer ce petit garçon-là, qui était captif lui aussi de la maison, il ne savait pas partir vers la lumière, il ne savait pas sortir on lui avait assigné un rôle. Que le plus beau cadeau à faire pour lui, c'était de prier pour que son âme puisse partir au ciel, quoi. Et que ça libérerait toute la famille. Et que ça le libérerait, bien évidemment, lui le premier, quoi. Voilà, pour info, le taux vibratoire des lieux est passé de 5500 à 7300 unités Bovie. Je l'ai revérifié par après. Voilà une expérience que je n'oublierai pas. Cette dame n'oubliera pas mon travail non plus. C'est quelque chose qui était fait, qui devait être fait, qui était bien. Je vais prendre une dernière histoire. Allez. Comme je suis en verbe aujourd'hui, c'est une dame qui m'appelle. Et cette dame, ce n'est pas une voyante, mais c'est une dame qui donne des soins. Elle est thérapeute, elle fait des thérapies, on va dire, angéliques, donc magnétiseuse. Elle se sert de la force des anges pour soigner les gens. Et cette dame est à bout, mais complètement à bout. Elle est persuadée que quelqu'un lui en veut. Elle est persuadée qu'elle est victime de magie noire, qu'elle est victime du vaudou. Elle a des fortes douleurs dans la tête. Toute sa couronne la brûle littéralement. Elle a mal dans les jambes, elle a mal un petit peu partout.
Je suis dans un cas qui est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Ben, j'ai toujours... En plus, elle ne parle pas français, pour arranger tout. Donc, elle parle une langue que je ne connais pas, et tout ça est traduit par sa fille. Donc, je suis obligé de passer par un intermédiaire. Et en discutant avec cette dame, ben, j'apprends un petit peu son histoire. J'apprends pourquoi elle pratique comme ça. En fait, elle est en Belgique, elle est isolée, elle travaille dans sa communauté. Elle va voir des gens de sa communauté, elle apporte son aide, mais elle s'aide aussi quelque part parce qu'elle s'ennuie à mourir dans un pays où elle ne comprend pas un mot. Donc, c'est une façon pour elle d'aider les autres, mais de s'aider aussi. Je discute avec elle, je lui demande comment elle fait, elle m'explique sa façon de travailler, qui me semble correcte, elle travaille avec des anges. Le seul handicap, c'est qu'elle prend les maladies sur elle. Et puis, me dit-elle, elle se débarrasse de la maladie. Elle me fait une démonstration de la façon de se débarrasser de la maladie. Je vous jure que ça m'a fait peur. C'était plus démoniaque qu'autre chose, quoi. J'ai rien compris. Elle tournait les bras dans tous les sens, elle soufflait. Enfin, que quelqu'un m'explique comment on pourrait être bien après de telles pratiques, moi je ne saurais pas le comprendre. Et je lui explique comment on se débarrasse, et surtout comment ne pas prendre la maladie des gens sur soi. À partir du moment où vous travaillez avec des anges, à partir du moment où vous travaillez avec Dieu, ben, c'est les anges qui règlent le problème, c'est Dieu qui règle le problème, bien évidemment, ce n'est pas nous pauvres mortels, on sert juste de canal. Donc, une façon simple de se débarrasser de mauvaises influences, ben, c'est de se laver les mains, de prendre une douche, ou de faire semblant de se laver les mains dans un coin et de rejeter les influences éventuelles. L'idéal, c'est de ne pas prendre sur soi, de ne pas s'imaginer qu'on est en train de prendre le mal de l'autre sur soi, parce que sinon, bien évidemment, à un certain moment, on l'a, ce mal, ou autre chose. Donc, et comme je suis quand même un vieux praticien, contrairement à mes principes, cette fois-là, je dis, ben, il faut quand même que je fasse quelque chose pour libérer cette dame. Je ne peux pas partir et la laisser avec autant de souffrance. Ben, je lui ai posé les mains, j'ai récité une prière, j'ai pratiqué un peu de Reiki, et puis je l'ai laissé là, après avoir fait les corrections d'usage dans la maison, bien sûr, comme toujours. Hein, je suis avant tout un géobiologue. Donc j'ai fait les corrections d'usage. Là, il n'y avait pas de problème spécifique, le problème était dans la tête de la dame, c'est le cas de dire, c'est ça qu'elle souffrait tant de la couronne. Cette dame a été très bien pendant 1 an, plus de problème du tout, c'était immédiat. 1 an après, sa fille m'a retéléphoné en me disant, bah, écoutez, maman, ça recommence. J'y suis retourné, on a rediscuté un petit peu, j'ai ajusté quelques corrections, ça ne venait pas du tout de la maison, ça venait de cette pratique qu'elle continuait. J'ai essayé de la calmer un petit peu dans ses activités. Je lui ai réexpliqué comment se dégager et surtout comment ne pas prendre le mal des gens. Et voilà, je l'ai quitté. Et jusque maintenant, ça fait quand même quelques années, il n'y a plus de problème. Le cas est résolu. Voilà, 3 visites, 3 résultats intéressants.